Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en faisant le moins d'efforts possible. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giralt et voilà. Ok. C'est bien, t'as bien enchaîné. Le moins d'efforts possible. Est-ce une bonne... faire le moins d'efforts possible serait un bon sous-titre du livre dont tu vas nous parler. En fait, le livre a un Sans sous-titre. effort, easy. Donc le livre s'appelle Effortless, sans effort. Et le sous-titre c'est, je vous le fais avec l'accent nickel, Make it easier to do what matters most. Rendre plus facile à faire ce qui compte le plus. Ok. D'accord, donc ça, c'est un... Il avait fait un premier livre. En fait, on va parler de ce livre aujourd'hui que tu as lu, Matt. Exact. Tu vas nous dire pourquoi tu l'as lu un petit peu. Tu vas nous présenter ce livre, ses idées essentielles, qu'est-ce qui est intéressant pour nous, puis bien sûr d'un point de vue de la vision biblique du monde. Voilà un peu pour le menu expédié. Tu peux nous parler un petit peu de l'auteur? On a lu tous les deux un livre très connu qu'il a écrit. Greg. Oui, alors McKenna. l'auteur c'est Greg McKeown. Effectivement, il a lu un livre. Il a écrit un livre qu'on a tous les deux lu qui s'appelle Essentialisme. Et donc là, on voit le pendant très fort. D'ailleurs, si vous regardez, si vous mettez les deux livres à côté, vous verrez que il a voulu un petit peu écrire la suite d'Essentialisme. Le pitch un peu d'Essentialisme, c'était comment déterminer ce qui compte le plus. Voilà. Et donc là, on est concentrer un peu sur notre énergie, pas se disperser. Exactement. Ouais. Et alors, moi, j'avais beaucoup aimé Essentialisme. Je sais pas si c'est parce qu'il est vraiment bon. Je pense que oui. Et je sais pas dans quelle mesure aussi, tu vois, ça vient du fait que je l'ai lu alors que j'ai encore pas lu grand chose sur la productivité et que depuis j'ai quand même mangé des livres de productivité. Ouais. Mais en tout cas, Essentialisme avait eu un grand impact sur moi parce que je trouvais qu'il avait des pistes vraiment très très intéressantes. Surtout quand tu as beaucoup à faire sur beaucoup de fronts différents. Mm-hmm. Et donc voilà, moi j'avais écrit une recension, puis j'avais écrit aussi un autre article. Je crois que c'était 10 pistes pour faire moins mais mieux. C'était un peu son pitch, faire moins mais mieux. Et donc j'ai commandé en fait ce livre. C'est étonnant, il le dit, souvent quand tu écris un best-seller, les éditeurs te poussent à écrire un livre tous les 18 mois. Et d'ailleurs, on le voit, hein, les mecs, tu prends par exemple Ryan Holiday, qui est aussi un autre auteur assez prolifique dans la sphère de la productivité et du développement personnel. Le mec, il sort un livre tous les ans et demi, quoi. Ouais, c'est ouf. Là, Essentialisme, je crois que c'est 2014. Ouais, donc il a pris le temps, quoi. Donc il a bien pris le temps, ouais. Ouais. Ok, excellent. Alors, du coup, toi, pourquoi tu as eu envie de le lire, ce livre? Pourquoi un livre en plus sur la productivité, espèce d'idolâtre? Eh ben, parce que je suis un gros nerd. Mes amis les plus proches disent que je passe plus de temps à lire des livres sur la productivité qu'à faire des choses. Productif. C'est un des moyens de procrastiner. Exactement. En vrai, j'ai besoin souvent d'affûter ma hache. Ouais. Tu sais, il y a ce truc de cette fausse citation là d'Abraham Lincoln. Ouais, tu les guises 3 heures et tu t'ailles. C'est ça. J'ai souvent besoin de faire le point sur ma manière de travailler. Et souvent, en fait, la lecture de livres m'aide. Et là, en particulier, alors souvent, je lis des livres de productivité pendant les vacances, tu vois. Ça m'aide à bien me reposer. Ouais.
Là, en fait, j'ai lu ce livre, il est sorti, je l'ai lu un petit peu direct. C'était un petit peu aussi une lecture facile par rapport aux trucs de théologie que je lis en ce moment. C'est vrai, c'est que quand tu passes dans des bouquins comme ça, je suis en train de lire Ultra Learning là, Ouais. et le truc est hyper vendeur. Enfin, le truc, je me disais, purée, ça va être. Et en fait, c'est d'une simplicité à côté de certains bouquins de théologie où en fait, Ah ben, c'est c'est easy clair quoi. que si tu lis Karl Truman. Ah ouais, ouais, en parallèle, t'es là. Ah ouais, en fait, c'est simple. Et puis là, disons, et ça a été assez intéressant parce que ça m'a aidé très concrètement à finir mon mémoire plus vite que ce que j'aurais fait, je pense, sinon. Ah bien. Donc, ouais, ça m'a. Peut-être tout à l'heure sur l'un ou l'autre aspect, je dirais en quoi ça m'a aidé. T'as pas tant Voilà. procrastiné que ça, quoi, au final. Ouais. Alors, du coup, c'est quoi la thèse du livre? Alors, la thèse du livre, voilà, quand on voit le titre Effortless, quand on voit le sous-titre que je t'ai dit tout à l'heure, on a compris. Euh, L'idée, c'est que on devrait dépenser moins d'énergie à faire ce qui compte le plus. Ou plutôt, l'idée, c'est qu'il est possible, en fait, euh, de faire ce qui compte le plus facilement. Hmm. Et Ouais, donc, alors une que son fois qu'on premier bouquin, a... en fait, ça complète un peu le premier bouquin. C'est ça, il l'a pensé comme un complément, même s'il ne le présente pas comme ça. C'est-à-dire que tu sens pas, tu sens pas la nécessité quand tu lis le bouquin de lire le premier, ou alors il n'y a pas un grand pitch, genre ah oui, j'ai dans le premier livre, j'ai écrit ça, et dans le deuxième livre. Mais tu vois assez vite la continuité. Une fois que tu as déterminé ce qui compte le plus, il y a moyen de faire ça plus simplement. Et donc en fait, c'est plutôt l'idée de simplicité qui revient. Lui, il a un peu pitché avec effortless, tu vois, mais concrètement, c'est plutôt l'idée de simplicité qui vient. Il y a une image qu'il prend dès le début du livre qui est assez parlante. Il dit euh, quand tu essaies de pousser quelque chose dans une montée, même quelque chose de pas très lourd va être très compliqué à pousser. Hmm. Alors que si tu pousses quelque chose, même très lourd, dans une descente, ça va être très facile. Et du coup, il y a cette idée de changer, tu vois, notre façon de voir ou notre façon de faire pour que ce que l'on a à faire devienne beaucoup plus facile. Et c'est d'ailleurs le premier chapitre, en fait, il est là-dessus. Il s'appelle invert, inverser. Il dit inverser, c'est s'arrêter et poser la question quel est le moyen le plus simple d'achever le résultat que je recherche. Et donc, il y a vraiment le livre a pour vocation de t'aider À te rendre euh, les choses plus faciles. voilà, rendre ta vie plus facile et notamment ta productivité, quoi. Ok. Démissionner, ça c'est pas mal, non? Ça, en vrai. Je pense que ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Ok. Alors, et qu'est-ce que t'as pensé du livre? Alors, encore une fois, je sais pas si c'est parce que l'autre, tu vois, je l'ai lu et que je découvrais plein de trucs et que entre temps j'ai Hmm. lu plein de trucs et donc là je découvre beaucoup Si moins tu de veux nous rendre trucs. le podcast plus facile, tu dis nul. Comme ça, on dit au revoir. On rentre chez nous. Et Non, on a c'est pas créé un nul. épisode en plus. Mais là encore, tu vois, c'est là où peut-être quelqu'un qui lira sans avoir lu beaucoup de choses va découvrir, tu vois, pas mal de principes intéressants. Il est pas nul. Moi, après, au bout d'un moment, quand tu as lu dans Ils disent tous un peu la même chose, quoi. Sauf qu'ils reformulent ou ils c'est ça. rajoutent une étape, un truc. Tu, C'est vrai tu, que c'est dur à tu réchauffer, quoi. découvres pas grand-chose, Ouais. mais c'est aussi la même chose dans beaucoup de domaines. C'est aussi la même chose en théologie. Ouais. Quand tu as beaucoup lu sur un sujet en particulier, ce que tu lis va pas forcément tout révolutionner, c'est Ouais. rare. Par contre, Ça va apporter un ça éclairage. va renforcer, Hmm. certaines choses et aussi te rappeler des choses que tu avais oubliées. Ouais. Et c'est là, surtout, moi, ça m'a fait du bien. Euh, je- je- Autant essentialisme, je mettrais excellent, là j'ai mis bon, tu vois. Ouais. Parce que pour moi, il n'y a pas l'effet waouh que j'avais dans essentialisme. Pour autant, c'était
C'était bien parce que ça m'a rappelé des trucs que j'ai besoin d'entendre et de réentendre souvent, tu vois. Ouais. Après, c'est facile à lire, c'est sympa, c'est ultra bien structuré, c'est assez américain et pas trop, c'est-à-dire qu'il ne fait pas des chapitres qui font 1000 pages, Ouais, ils font ouais. des chapitres qui sont assez courts. Bien sûr, à chaque fois, tu as l'illustration, Ouais, ouais, ouais. La l'histoire pour petite machin. success story, ouais, ouais. Sauf que c'est, pour le coup, je trouve à chaque fois très bien trouvé. D'accord. Il te trouve des trucs qui sont très intéressants. Il le raconte sans traîner en longueur et ça illustre vraiment le principe qu'il veut développer. Et dans ce sens-là, les histoires qu'il choisit sont vraiment excellentes. Il y en a Ouais. deux en particulier que j'ai beaucoup aimé, j'en parlerai tout à l'heure. Ouais. Ok, bah c'est bien. Moi, je pense que tu vois, il faut un délai. Moi, je me suis fait des fiches de lecture, des bons bouquins de productivité. Tu vois, par exemple, Deep Work, je me suis fait une fiche de Deep lecture Work. ultra détaillée. Parce qu'en Il est fait, sorti son nouveau d'ailleurs. zéro email, là, un truc sans Ouais, email, je sais pas, ça m'intéresse moins, ça. Mais bref, tu vois, je me fais un truc bien détaillé et en fait, je me rends compte qu'il y a des choses effectivement qu'il faut se rappeler. Mais je pense que je vais me faire un petit sevrage aussi de bouquins parce que j'ai été déçu par tous les derniers que j'ai lus. Enfin, je me disais, ouais, bon, en fait, ça casse pas pas trois pattes à un canard, quoi. Mais bon, bref. Alors, qu'est-ce que tu penses quelles idées, enfin plutôt, tu te dis qu'il faut retenir un petit peu les trucs que tu t'es dit des clés là ou des principes, je sais pas, des choses vraiment utiles pour aider à simplifier la vie, quoi. ouais. Alors dans le livre, il y a 3 parties. Il y a la première partie, c'est Effortless State. Comment se concentrer plus facilement. Ensuite, c'est Effortless Action. Comment rendre plus facile nos tâches essentielles. Et ensuite, Effortless Results. Comment avoir le maximum de retours, de bénéfices avec le moins d'efforts possible. Ouais. Et clairement, c'est la deuxième partie qui est la plus intéressante. La première partie, elle est pas ouf, et la dernière non plus. Ok. Donc voilà. Ce que je retiens, et là on peut interagir aussi, je serais intéressé d'avoir tes retours sur ces points en particulier, sur Vas-y, comment ouais. toi tu le vis aussi dans ta productivité. Euh, Ça m'a quand même pas mal parlé en général parce que j'ai tendance à être compliqué. Ça s'entend dans ma manière de parler déjà, je suis compliqué, c'est compliqué, mais des fois même je me saoule, tu vois. Je fais des phrases trop longues, je fais des trucs à la voix passive, je fais des machins, j'annonce 3 points, je suis en train de construire ma pensée en parlant, enfin bref. Ouais, ouais, mais en fait, c'est qu'on est à l'arrache, quoi. Alors déjà on est à l'arrache, mais à l'arrache il y a des gens qui sont plus simples que d'autres et plus directs que d'autres. Moi j'ai Mm. du mal à être direct dans mon style. Ouais. Et donc, cette manière-là de parler, elle reflète aussi ma manière de penser quelque part, tu vois. Ouais. Où il va y avoir énormément de développement, je vais vouloir voir Ouais. les implications assez Moi, j'ai rapidement. tendance à vouloir reformuler, je dis la même chose 4 fois de façon différente avec des petites Bah, nuances. bienvenue au club, quoi. Putain, mais on est pareil. On est presque pareil. T'es quand même beaucoup plus direct que moi et beaucoup plus simple. Et même dans la productivité, je pense que... Mais on en parlera tout à l'heure. Alors, du coup, rien que ce truc de s'arrêter et de se poser la question quel est le moyen le plus simple d'achever le résultat escompté, j'ai trouvé ça intéressant, tu vois. Même Mhm. mid-processus, à un moment donné, on s'arrête, on dit ok, est-ce qu'en fait je suis en train de Ouais. travailler intelligemment, quoi. C'est prendre du recul et se dire est-ce que je fais ça de la façon la plus directe et la plus simple possible ou est-ce que je suis en train de me prendre la tête Exactement. pour rien. D'accord. Et moi, souvent, en fait, ça m'a été utile parce que j'étais parti dans une certaine manière de faire et au milieu, je me suis dit, ok, je dois changer mon chemin, tu vois, Mm. mon fusil d'épaule parce que en fait, je vais mettre trop de temps et c'est trop compliqué pour ce que je dois faire, tu vois. Ouais, ouais. Euh, et alors ça, j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est un point qui est super important dans la deuxième partie. Le seul truc que je retiens à part ça dans la première partie, c'est
le repos. Tous les livres de productivité vont mettre l'accent sur le repos, sur se reposer, sur machin tout. Ouais. Mais il y a un principe que j'ai trouvé intéressant, en particulier sur le repos. C'est déjà l'idée, il rappelle que se reposer est une responsabilité. Ça, j'ai trouvé ça intéressant de le dire comme ça, en tout cas. Ménage ta monture, quoi. C'est ça. Et j'ai trouvé intéressant de dire, lui, il dit un moyen simple de faire attention à son énergie, c'est de ne pas faire aujourd'hui plus que ce dont on peut se remettre aujourd'hui et se limiter à faire dans la semaine ce dont on peut se remettre dans la semaine. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de te dire je me crame aujourd'hui, je vais récupérer derrière, ou je me crame cette semaine, je vais récupérer cette semaine. Ouais. Il faut que aujourd'hui je puisse déjà récupérer d'aujourd'hui. Et que en fait, j'arrive pas au point de saturation à la fin de la journée en disant à la fin de la journée, c'est à ce moment-là que je me repose et que j'ai en fait tous les jours, je me crame chaque jour et que je me crame chaque semaine. Mince. Je savais que ça te parlerait, ça. Ok. Non, mais parce que on est comme ça. Enfin, on est comme ça. Nous deux, on a tendance à dire ouah, on y va à fond. Ouais, vas-y. Et demain, on repart à fond. Et après-demain, on repart à fond. Alors, en plus, je suis dans ma Hell Week dans Freeletics, alors. Ah ouais, alors là, c'est pas je vais me cramer aussi physiquement. Mais il y a des Hell Week. Il y a des gros rushs. Moi, je suis dans la fin de mon mémoire. C'est un Hell 2 Weeks. Mais en fait, est-ce que ça, c'est l'exception qui confirme la règle ou est-ce que c'est une mode manière de travailler en fait? Bien sûr. Et est-ce je trouve que qu'il donne cette des idée, indicateurs un petit peu tu vois, je sais que par exemple Cal Newport lui dit en gros le deep work voilà, ça doit être 4 heures par jour, après de toute façon t'es pas productif et c'est un mythe, est-ce que lui il donne quelques conseils comme ça? Non. Là, on est vraiment sur le principe, quoi. Dans le principe sur ce coup-là. Et l'indicateur qu'il donne, c'est celui que je t'ai donné. C'est-à-dire que chaque jour, tu dois quand même pouvoir récupéré du jour dans la journée et pas être obligé d'attendre demain pour récupérer d'aujourd'hui chaque jour en fait, ou d'attendre la semaine d'après pour récupérer dans la semaine, tu vois. Sinon en fait tu récupères jamais. C'est ça le truc. D'accord. Voilà, là dans la première partie c'est ça. La deuxième partie c'est celle qui m'a le plus intéressé. Vas-y. Le premier truc, c'est dans le premier chapitre. Je pense que chaque chapitre, j'ai un truc à souligner. Le premier chapitre, donc c'est le 6e en fait de la deuxième partie, s'appelle Define, définir. Et là, il dit à partir d'un certain point, plus d'efforts ne produisent pas un meilleur résultat. Au contraire, passé un certain point, en fait, les efforts sabotent le résultat. Les résultats même de demain, quoi. Si tu te crames aujourd'hui, demain tu seras moins efficace. Non seulement ça, mais aussi même dans un projet. Une fois qu'on a... tu n'es plus assez efficace sur ton projet, quoi. Entre la façon dont... tu me dis, je te donne une illustration, tu me dis, par exemple, tu es en train d'écrire un livre ou voilà, faire ton mémoire. Au bout d'un moment, en fait, le temps que tu vas passer... tu vas écrire plus que 10 lignes en 1 heure et en fait, il aurait mieux fallu t'arrêter et ça en valait pas la peine. Oui, mais c'est même pas là-dessus en fait. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est même pas une question d'énergie ou tu vois d'attention, etc. C'est vraiment une question de résultat. Il dit, il faut absolument définir à quoi doit ressembler le résultat. Si on n'a pas une idée claire du résultat, on ne saura pas quand s'arrêter. Et il dit c'est fait. C'est le point qui est juste avant que nos efforts investis deviennent plus grands que les résultats obtenus. Et c'est l'idée du rendement négatif. C'est qu'à partir d'un moment donné, les dépenses totales sont supérieures aux revenus totaux. Ouais, c'est ce que je voulais te dire par mon exemple. Ok. Ouais. Ok, très bien. Et donc en fait, à un moment donné, tu dis c'est fini. C'est fini. Pourquoi ? Parce que j'ai défini que
par exemple, ton livre, ça peut être la taille, un nombre de pages. Tu pourras toujours ajouter plus de pages, Ouais, ajouter ouais. plus d'idées, Ouais, ajouter ouais. plus d'illustrations, ajouter plus de détails, etc. Mais tant que tu n'as pas une idée claire de voilà ce que je cherche, à la fois pour le livre et pour chaque chapitre, tu pourras pas arriver à définir clairement les efforts qu'il te reste à fournir, ou quand au contraire tu es en train de fournir des efforts qui vont rien amener de plus parce que Ouais, ouais. tu es déjà arrivé en fait. Ouais. C'est comme si le mec, il n'avait pas conscience qu'il a dépassé la ligne d'arrivée, il continue à courir, quoi. C'est un peu ballot. C'est un peu ballot. Ouais, Et c'est clair. souvent, ouais, c'est ballot, mais moi ça m'arrive trop souvent. Ouais, bon alors moi, ouais. Parce que tu dois préparer un truc, Ouais, moi je vais retourner au point de départ et je vais dire, allez, vas-y, laisse-moi faire un tour en plus. c'est ça. J'aurais pu mieux faire. Et ma femme, elle rigole parce que je dis, ah ouais, mais ça c'est bon, c'est cool parce que j'ai travaillé ça à fond, mais je sais que je vais le refaire l'année prochaine. Elle me dit, mais non, tu vas repartir en fait. Ouais. Tu vas le reprendre. Tu vois, Ouais, tu ouais. vas pas juste l'utiliser comme c'est. Oui, Et bah une c'est fois toujours qu'on a pareil. dit c'est fait quoi. Ouais, ouais. Deuxième, le chapitre 7, c'est commencer. Euh, et là, c'est intéressant parce qu'il dit voilà, il faut déterminer c'est quoi le premier pas, c'est quoi la première action à entreprendre. Euh, et il y a cette idée de commencer, d'avancer petit et vite. Et il parle du produit minimum viable. C'est quoi le produit minimum viable? C'est la version du produit qui te permet d'avoir déjà le plus de retours possible avec le moins d'efforts possible. Euh, En gros, avant d'investir trop dans une idée ou dans un projet, et avant de perdre peut-être du temps et de l'énergie parce qu'on a emprunté une mauvaise direction, on peut choisir de commencer avant que le produit ou le projet soit complètement fini, et déjà de le mettre à l'épreuve. Et nous, tu vois, concrètement, un exemple, à TPSG, on a changé notre manière de faire avec cette idée-là concernant les webinaires. Hmm. Au début, les webinaires, on était Stéphane et moi avec l'orateur. Donc il fallait trouver un endroit où se retrouver. Il fallait qu'on ramène la webcam. Il fallait qu'on ramène nos lights. Il fallait qu'on bloque une ou plusieurs soirées pour pouvoir enregistrer, Ouais, faire synchroniser l'agenda et tout. etc. Ouais. On s'est dit, on va faire quelque chose de contre-intuitif, on va baisser la qualité et augmenter la production. Mm. On s'est dit à partir de l'année prochaine, on veut faire beaucoup plus de webinaires et peut-être avec une qualité moins grande. Ouais, c'est Donc, que l'exigence trop élevée t'empêche de bien commencer. exactement, Alors qu'il vaut mieux commencer et peut-être que tu progresseras en qualité à force de faire, quoi. c'est ça. Ouais, ouais. Et c'est de dire, ouais, il faut commencer avant d'être prêt, Ouais, parce que c'est ce qui va nous permettre d'apprendre rapidement en fait et d'avoir une boucle qui est super courte. On lance un truc, on voit ce qui marche pas et on améliore, mais on n'investit pas beaucoup d'énergie dans une mauvaise direction. Mais ça, je trouve ça demande beaucoup d'humilité. Enfin, je trouve que c'est sage et que ça demande aussi de l'humilité. Ça rejoint Joko qui dirait control your ego. Il faut contrôler son ego parce que quand tu fais ça dans des choses qui sont publiques, typiquement comme un webinaire ou voilà des formations que tu donnerais ou des trucs comme ça, tu vois, où tu aurais tendance toujours à dire bah voilà, je vais être jugé sur ce que je fais, etc. Donc tu vises une perfection qui t'empêche finalement d'avancer, de progresser, quoi. Ouais, alors il faut faire la part des choses. Il y a certaines choses, il y a certains projets qui te permettent de faire ça, d'autres projets qu'il ne faut pas faire comme ça. Et il y a quand même une différence entre ta manière de faire un webinaire et par exemple quand tu vas préparer un cours pour la fac, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Et pour autant, je pense que dans chacun, même si c'est pas avec la même mesure, tu dois commencer avant de penser que tu es prêt. Alors dans mon cas en tout cas,
surtout quand tu es un perfectionniste. Ouais, c'est ça. On est bien d'accord. Et ça aussi, ça m'aide en disant, je vais écrire un truc, ce sera pas peut-être le truc le mieux que je peux écrire, mais je vais d'abord le soumettre à la critique, et avec les retours que j'aurai, ça va permettre de savoir est-ce que je suis dans la bonne direction, et puis comment je peux modifier, améliorer, plutôt que de passer énormément de temps à tout peaufiner et puis d'avoir des retours qui te font tout recommencer, quoi. C'est simple, mais c'est parfois contre-intuitif, me concerne en tout cas. Dans le chapitre 8, il y a une idée qui m'aide beaucoup aussi. C'est l'idée que c'est simplifié. C'est l'idée que tout n'a pas besoin d'un petit plus. Tu sais, c'est the extra mile. C'est faire le kilomètre de plus. Tu vois, c'est aller un peu plus loin. Ouais. Et ça, c'est un peu mon mode par défaut pour tout. Je dois faire un truc sur un sujet, je vais lire 4 livres sur le sujet. Je dois faire un petit truc sur quelque chose, je vais lire un livre entier sur le sujet. Et lui, il dit non, en fait, il faut vraiment se concentrer sur uniquement les étapes qui ajoutent de la valeur. Et tout, avoir à faire telle chose n'est pas une raison suffisante pour faire telle autre chose. On n'est pas obligé de préparer l'équivalent d'un livre, j'exagère, pour faire un podcast. Et donc ça, c'est la question, ok, est-ce qu'en fait le rapport entre le résultat que l'on recherche et le temps que l'on consacre, il est sage, en sachant que si je fais ça pour tout, en fait, je vais me cramer, quoi. Après, il y a aussi la question, il y a aussi le moyen et long terme, c'est-à-dire que tu investis, quand tu travailles, tu investis pour récolter des choses que tu auras semées sur le moyen et long terme. Mais il faut se rappeler que tu peux pas faire ça pour tout et tout le temps. Comment tu gères ça, toi? Comment, Raph, t'arrives à... J'ai l'impression qu'une des différences entre toi et moi, c'est que t'arrives assez facilement à simplifier, c'est-à-dire à dire ok, j'ai pas besoin de faire tout ça pour avoir ça, et qu'au final on aura le même résultat, mais que j'aurais fourni peut-être 3 fois plus de travail pour le même résultat et la même qualité. Et alors comment tu fais pour gérer ça? Et je sais aussi que un truc que moi j'arrive pas à faire facilement, c'est confession intime. Vas-y, livre-toi. Un truc que je sais qu'il faut souvent que je me rappelle, commence avec ce que tu sais et ce que tu as. Et souvent, ce sera suffisant à 90%. Moi, je me dis, quels sont les 100 livres à lire sur le sujet avant de pouvoir commencer à écrire une ligne? Tu vois, c'est n'importe quoi. Ouais. En fait, alors je pense que t'as pas une vision très bonne. Parce que t'es moins fort que ce que je crois. Non, mais carrément, parce que je pense comme toi. Alors juste, je reprends ce que tu dis en dernier. C'est intéressant parce que dans le bouquin que je suis en train de lire, Ultra Learning, en fait, il parle de ça. En fait, où il dit souvent, en fait, il y a des tests qui ont été faits auprès de différents étudiants sur la meilleure façon d'apprendre. Et en fait, un des trucs qui a été observé, c'était que, en fait, ça rejoint un petit peu l'autotest. C'est d'abord de tester qu'est-ce que tu sais déjà sur le sujet, et de partir là-dessus et de compléter derrière, et d'évaluer régulièrement ce que tu fais, plutôt que de dire oula, mais en fait je sais pas et je vais tout d'abord lire et voir tout ce qu'il faut savoir pour voilà. Parce qu'en fait tu as un truc où tu es d'un côté passif et l'autre où tu es actif. Et ça, je me suis dit, il faut que je le fasse. Et par exemple, un conseil qu'il donnait, c'était, par exemple, tu lis un bouquin, tu te fais une fiche de lecture. D'abord, essaie de noter tout ce que tu as retenu avant de dire, je reprends le bouquin et je note les citations principales, etc. Enfin bref, il disait que c'était une méthodologie à appliquer tout le temps pour progresser dans la mémorisation. Enfin bref, voilà. Donc du coup, il y a ça. Alors, je suis comme ça aussi. J'ai cette même tendance que toi. Je pense que peut-être là où ça joue, c'est
ce qui me garde, parce que j'ai vraiment cette même tendance à me dire, là tu vois, je faisais mon cours sur les doctrines de la grâce, à me dire, bon bah ok, d'abord faut que j'aille relire ce que dit Grudem, ce que dit Berkov, ce que dit Bavinck, ce que dit machin, et tu vois, je vais tout relire Ah, aussi c'est les trop trucs. ça, c'est trop Donc ça. je suis exactement pareil, parce que c'est un manque de confiance en soi, je pense, où tu te dis, bah au moins si je lis ce qu'ont dit les grands auteurs, je vais être sûr de baliser et de pas oublier quelque Ouais, chose ouais. C'est un d'essentiel. truc de contrôle aussi. Ouais. C'est un truc de contrôle et un truc de perfectionnisme et de voilà. Mais en même temps, il y a un côté où je me dis, c'est toujours l'occasion de revenir et de redécouvrir. Tu vois, j'ai acheté le condensé là, de Bavinck. Je me dis, bah, c'est génial, c'est l'occasion de lire Bavinck. J'ai déjà lu ce qu'a dit Berkov et Bidule et machin. Là, je vais lire ce que dit Bavinck aussi sur le truc, ça va enrichir et tout ça. Mais moi, ce que j'ai aussi, c'est que j'ai une somme de travail qui est énorme. Et du coup, j'ai un côté pas le temps de niaiser, quoi. C'est-à-dire que j'aurais un penchant naturel comme ça, mais quand j'ai, je sais pas, une quinzaine d'entretiens dans la semaine, plus 3 réunions, plus le groupe de formation qui dure 2 heures, plus la prédication que je dois donner 2 fois dimanche, et j'ai tout ça préparé dans la semaine, et ben à un moment donné, je suis obligé d'être dans une efficacité maximum, tu vois, ou de me dire, il faut que j'arrive à... La compétence que je dois développer, c'est de tirer l'essentiel du maximum de trucs, quoi. Donc c'est un petit peu comme ça, mais finalement, je pense que la pression externe me protège de ça, et c'est le problème que j'ai eu moi dans mon bouquin. C'est que quand j'écrivais, bah, justement, en fait, sur chaque chapitre, j'allais tout relire, tout revoir, et comme j'avais pas de deadline et d'urgence, Hmm. tu vois, et bah du coup je me suis fait piéger comme ça, et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup trop et j'ai dû revenir à l'essentiel, alors que peut-être que si j'avais pas eu le temps, bah, je serais allé beaucoup plus cash à tous les trucs, quoi. Ouais, ouais. Tu vois. Ouais, carrément. Bah, moi, c'est un petit peu pareil aussi. Hein. Mm. C'est souvent là. Mais souvent, quand même, je commence mal. Je commence par vouloir faire comme ça. Et après, au milieu, je me dis, en fait, j'ai pas le temps. J'ai pas les moyens, ouais, ouais, c'est ça. J'ai pas le temps, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et j'ai aussi beaucoup de travail de préparation Mm. Je entre pense que les différents enseignements. Et du coup, il faut vraiment compresser le ouais, truc. et je pense qu'il faut vraiment travailler, en fait, il y a un méta, il y a un méta travail, enfin tu vois, c'est de travailler sur sa façon de travailler et de planifier aussi, de planifier les étapes. Moi, tu vois, je me suis fait une checklist de préparation de prédication. Ouais. J'ai une méthodologie qui est toujours la même. Et en fait, quand tu fais toujours la même méthodologie, finalement, tu gagnes en efficacité. Et tu vois, d'apprendre à apprendre, en fait. Ouais, bien sûr. Et puis se faire des processus. C'est pareil, moi, quand je prépare là les enseignements sur le livre de l'Ecclésiaste, je sais quel commentaire j'utilise, dans quel ordre, Ouais, c'est ça. quel genre de questions je veux me poser, C'est, etc. ouais, ouais, quels sont tes outils, quelle est ta méthode, et comment tu planifies ça dans le temps, quoi. Pour la date prévue, et tu fais un rétro-planning, et puis go, quoi. Et puis après, faut que t'enquilles. Ouais. Alors ça, c'était simplifié. Ensuite, on a deux derniers chapitres dans cette partie. Il y a progresser. Et là, il donne une illustration intéressante. C'est un concours. Alors, je me rappelle pas exactement. Il y avait une mise à De hot dog. remporter. Manger des hot dogs. Non, Non. c'était un concours un peu plus élevé, un peu plus aérien. D'accord. Il y avait deux épreuves. La première épreuve, c'était de, de... Alors, dans les deux, il fallait construire un engin qui était euh, propulsé par l'homme et qui était capable de voler sur une certaine distance en faisant une figure en 8 pour la première épreuve. Et je crois que pour l'autre épreuve, il devait traverser la Manche ou un truc comme ça. Donc en fait, le premier qui arrivait à construire un engin volant qui était propulsé par l'effort humain gagne. Et il disait qu'il y avait une équipe qui avait pris une façon de faire, pris un parti assez fort, c'était de dire nous on va pas miser sur l'élégance, on va pas miser sur la sophistication, on va pas miser sur l'appareil en lui-même ou sur son apparence, on va miser sur l'essentiel. On va
faire un engin qui vole, donc techniquement qui Mhm. remplit les critères, mais aussi qui est facile à réparer en cas de crash. Et il dit ce qui nous a fait gagner, c'est que euh, le nombre d'heures de vol et le nombre d'essais de ceux qui ont fait cet appareil-là était sans aucune comparaison à tous les autres qui avaient fait des trucs de fou. Sauf qu'à chaque fois qu'ils se crashaient, il y avait je sais pas combien de mois de réparation et d'amélioration. Et il dit faut commencer avec un truc moche pour pouvoir améliorer rapidement. Faut commencer avec un truc, si ça tombe, s'il y a un échec, que ça nous coûte le moins possible. Il dit les overachievers, les perfectionnistes, ils ont tendance à vouloir faire parfait tout de suite. Et il dit c'est ni réaliste ni productif. Et ça c'est hyper important et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut commencer avant de penser qu'on est prêt et commencer moche. Et il dit, il citait aussi les gars de chez Pixar où ils disent mais la première version des héros de Pixar, ils sont éclatés quoi, c'est dégueulasse. Mais c'est parce que on se donne le droit de commencer moche pour améliorer facilement et rapidement et pas mettre beaucoup d'énergie pour tout reprendre, mais commencer petit et moche pour améliorer. Et ça, je me suis dit, ouais, aussi c'est intéressant, il faut y aller. Et le dernier chapitre, c'est Pace, c'est, je sais pas moi, le rythme ou le rythme constant ou la régularité plutôt. Et là aussi, il cite une histoire qui est vraiment cool, c'est la bataille qu'il y a eu au début du XXe siècle entre deux équipes dont le but était d'atteindre les premiers le pôle sud. Et ça, c'était quelque chose qui avait jamais été fait. Dans toute l'histoire de l'expédition et l'humanité, ça n'avait jamais été fait. Et donc, il y a deux équipes qui se sont mis en route à peu près à la même période. L'une qui était conduite par Amundsen et l'autre par Scott. Et la manière d'avancer des deux équipes était radicalement différente. Dans l'équipe d'Amundsen, lui, il avait décidé d'avancer de 15 miles par jour, pas plus, pas moins, tous les jours. Alors que Scott, lui, il avait décidé de bombarder quand il faisait beau et de s'arrêter quand il y avait des intempéries ou qu'il faisait moche. Et le résultat, c'est que Amundsen est arrivé en premier de plusieurs semaines et que même Scott et son équipe n'avaient plus les forces nécessaires pour revenir. Et en fait, ils sont morts sur le trajet du retour. Wow. Et l'idée, c'est vraiment de s'arrêter alors qu'on a encore de l'énergie. Et il y a cette image qui est assez forte qui est que à la fin, Amundsen, l'équipe aurait pu finir en un gros coup. Tu vois, ils auraient pu mettre un gros coup et finir 3 jours avant même qu'ils ont fini. Mais ils se sont tenus tous les jours à juste 15 miles par jour, pas plus, pas moins. Et il dit en fait, s'arrêter alors qu'on a encore de l'énergie, ça peut sembler contre-intuitif, mais ça c'est la clé de la productivité, d'avancer de manière constante, doucement mais sûrement. Et il a une bonne formule que j'aime bien. Il dit on peut se dire on ne fait jamais moins de temps et jamais plus que temps, parce qu'il dit il y a forcément des jours où ça va pas, t'as des imprévus, t'as des machins et tout, mais le fait d'avoir une limite inférieure et supérieure, et surtout l'idée de limite supérieure, j'avais jamais pensé à ça aussi, de dire c'est aussi un des moyens par lesquels je vais réfléchir à mon repos, c'est de dire je fais pas plus que ça même si je pourrais aller plus loin, parce que je sais en fait que ça va quand même me coûter, ça va me coûter beaucoup plus que ça va me rapporter. Excellent. Ouais, c'est trouver le bon rythme, quoi. Exactement, c'est trouver le bon rythme et avancer, et pas forcer, quoi. Tu gardes ton rythme et à un moment donné tu te dis pas ouais je me sens bien, je vais y aller, parce qu'en fait tu sais que tu vas te cramer, quoi. Ouais. Excellent.
Excellent. C'est la différence entre Guardiola et Mourinho. D'accord. C'est que Guardiola, il garde son football, quoi qu'il se passe. Et Mourinho, il cherchait toujours à s'adapter, à faire des trucs en fonction de l'autre, etc. Et Guardiola, il dit, nous, on joue notre foot. Qui que ce Il faut soit qu'on a en savoir qui face. tu es. Il faut Voilà, savoir qui tu es. exactement. Voilà, dernière partie. Je retiens pas grand-chose. Il y a des idées intéressantes. Mais ce que je retiens, c'est le fait d'automatiser. En fait, il a encore 5 chapitres. Il a 5 chapitres dans chaque partie. Le premier, c'est Learn. C'est le fait de comment tu apprends et comment tu enseignes les autres. L'enseignement qu'il développe dans Lift. Et il dit l'enseignement, c'est un des leviers les plus grands qu'on a pour apprendre soi-même. Mm. Ensuite, il y a automatiser. Et ça, c'est aussi intéressant, je trouve, pour la productivité, qu'on peut réfléchir à automatiser le plus possible. Et ensuite, trust, la question de la confiance dans le travail d'équipe. Et il finit par prévenir, prevent. Il dit de la même manière que l'on peut trouver des petites actions qui rendent plus facile notre futur, nous devons identifier les petites actions qui empêcheront notre vie de devenir plus compliquée. Oui. Alors, voilà. Tu as vu que dans le livre, c'est surtout la deuxième partie que j'ai trouvée intéressante. Ouais. Avec aussi des choses qui sont actionnables. Je sais pas comment on peut dire ça. Ouais, utilisable. Pratique ouais, concrète. pratique. Quoi. Ouais. Ok. Question suivante. Est-ce que toi, il y a d'autres principes intéressants pour notre productivité que tu as retenu que ceux que tu as énoncés là ou Bah, il y en a d'autres, mais dans le livre, il y on peut a se ceux-là. on peut se concentrer sur le lien sinon avec la vision biblique du monde. Ouais, carrément. Ouais. Bah, je trouve que c'est toujours intéressant C'est-à-dire de réfléchir à l'analyser, notre... enfin ouais, ton avis avec une vision biblique du monde Ouais, sur sa vision de la productivité. En gros, enfin, si je reprends là, tu vois, l'image que j'ai quand tu me parles de tout ça, ça me fait penser quand tu es en bagnole et que tu roules et tu te dis, bon, faut trouver la bonne vitesse avec, je sais pas si tu vois, la consommation bien sûr, instantanée, tu sais, où tu consommes le moins possible pour c'est dire, ça. voilà, et ça, je file. Si je vais trop vite, je vais cramer trop de carburant. Et sinon, j'avance pas assez vite et ça va pas, quoi. C'est un peu ça Exact, l'idée. ouais. C'est de trouver le Ouais. point d'équilibre. Ouais. Alors, du coup, que penser de ce livre? Comment tu le vois avec ton regard de la vision du monde? Alors déjà, je trouve que c'est une bonne... je trouve que les deux livres, ils forment un bel ensemble, même si encore une fois, celui-là, il m'a moins impressionné que l'autre, beaucoup moins. Mm. Mais je trouve que les deux idées sont intéressantes parce qu'on est appelé à être sage dans la gestion de nos ressources. En fait, on est des intendants. On est des Mm. intendants de beaucoup de choses. Et dans chacune de nos vocations, Dieu nous appelle à l'intendance. On devra rendre des comptes à Dieu sur notre manière de gérer nos différentes responsabilités, de répondre à nos différentes vocations. Mm. Et donc, c'est toujours intéressant de se demander si on fait les bonnes choses et si on les fait de la bonne manière. Et je trouve, et il n'a pas pris trop cet angle-là, mais je trouve que dans un monde où on est bombardé justement d'appels à l'efficacité, à en faire toujours plus, etc. Mm. Déjà, se poser la question, est-ce que je fais ce qu'il y a à faire et seulement ce qu'il y a à faire, c'est un bon point de départ. Ça, c'est son premier livre, Essentialisme. Et la deuxième question, c'est est-ce que je suis pas en train de me cramer à faire ça? Mm. Et réfléchir à notre pratique, réfléchir à notre manière de travailler, mais pas seulement de travailler en fait, de voir où vont nos efforts. En fait, c'est la question de l'investissement. Est-ce qu'on est en train d'investir au bon endroit de la même manière? Et je trouve que c'est toujours sain de le faire, toujours sage. Mm. Et finalement, je trouve que ces deux livres et celui-là aussi sont assez
assez sain dans le sens où on sent pas qu'il y a une course à faire le plus possible et vraiment, tu vois, la course au toujours plus, mais vraiment qu'il y a une vraie volonté de faire ce qui est bien et de mieux le faire. Hmm. Et ça, je trouve que c'est un bel exemple d'intendance parce que ça définit bien en fait ce qu'est l'intendance. C'est de faire le mieux possible ce que l'on a à faire. Hmm. Et dans ce sens-là, l'idée du livre est déjà bonne. Ouais. Et ensuite, dans notre vision biblique du monde, bien sûr qu'on est dépendant de la grâce. Et donc, on doit pas penser que si on applique tous ces principes, alors ça va aller. Parce qu'en fait, les meilleurs principes de la productivité vont jamais nous faire échapper à la vanité de la productivité et du travail. Et donc, Ni te garder de l'idolâtrie. Exactement. Ouais. Donc, c'est dans le cadre de la vanité que l'on peut se demander à comment rendre cette vanité la moins pénible possible. Et pas rajouter à cette vanité-là, en fait, en faisant des efforts encore plus vains. Donc, une fois qu'on a... Je dirais que ce livre est vraiment intéressant, si tant est qu'on le place justement dans une perspective chrétienne de la vocation et du travail. Donc, encore une fois, c'est ce qu'on veut faire ici, hein, de parler de productivité avec la vision biblique du monde. Et il faut s'enlever de l'idée que mieux travailler va nous apporter ce que seul Dieu peut nous donner, quoi. Ouais. Et donc là, c'est aussi c'est pas dans ton chimère. travail ni dans la façon de travailler que tu trouveras le bonheur auquel tu aspires, quoi. Exactement. Et après, je trouve qu'il y a aussi une certaine humilité, honnêtement, dans sa manière d'écrire, à cause de ce qu'il a traversé aussi, humainement. Alors, je vais pas spoiler parce que c'est à la fin du livre, donc si tu spoil un peu, ça perd un petit peu l'effet. Mais ce que l'auteur raconte à la fin du livre, je trouve, souligne un petit peu l'humilité qu'il a par rapport justement à sa vision de la productivité. Et tu te rends compte que ces principes-là ne vont pas changer fondamentalement ta vie. Par contre, ils peuvent t'aider. Voilà. Après, je trouve aussi que c'est toujours intéressant de réfléchir à notre manière de travailler, parce que c'est toujours aussi réfléchir à la manière dont tu sers les autres. Ça rejoint la question de la vocation. La vocation, c'est toujours un appel que Dieu t'adresse à faire ce qu'il te demande pour sa gloire et pour le bien des autres. Le bénéfice des autres, ouais. Et c'est toujours c'est Luther qui parlait du masque de Dieu. C'est que Dieu te sert de ton obéissance dans les vocations qu'il t'adresse pour bénir ce qu'il place à tes côtés. Et donc en fait, réfléchir à notre productivité, c'est réfléchir à mieux bénir ce que Dieu place à nos côtés. Et en fait, quand moi je réfléchis à ça, je veux réfléchir. Alors je dis pas que je tombe pas dans une forme d'idolâtrie ou de développement personnel à certains moments, et il faut que je fasse gaffe. Mais je veux, en tout cas, je prie que cette lecture m'aide à mieux servir ce que Dieu a placé à mes côtés. Ouais, non, mais moi je trouve ce qui est intéressant là dans ce que tu partages, c'est que effectivement, on n'est pas dans... T'as l'impression que c'est pas le but de faire seulement plus, mais de faire... à une époque où justement on est dans cette course à la productivité, aussi à un côté compétitif, quoi, en disant aujourd'hui c'est ce qui va nous démarquer par rapport aux autres, c'est notre productivité, quoi, notre capacité à produire plus de choses de qualité que les autres. Et voilà, là j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est un peu plus équilibré, quoi. Et ça, effectivement, c'est sage, quoi. Si tu lis sur la productivité, mais pas dans l'objectif simplement de faire plus, mais de faire mieux aussi,
C'est totalement sage. Hmm. Est-ce qu'il n'y a pas une illusion un peu de contrôle dedans? Dans le sens où... Parce que moi, tu vois, c'est ce que je vois dans ma vie, c'est que avec tout ce que j'ai lu aussi sur la question de la productivité, les plans que je peux faire, etc., je sais que j'ai une envie de contrôler chaque heure de ma semaine et d'en tirer un maximum d'efficacité pour faire tout ce que je veux, et que en fait souvent Dieu me montre à cause de mon péché ou de mes limitations, de ma fatigue, d'imprévus, etc., qu'en fait je contrôle rien, quoi. Euh, est-ce qu'il y a pas un peu une illusion dans un bouquin comme celui-là que tu peux arriver à un contrôle total ou Bah pas? alors, justement, c'est pour ça que je parlais d'humilité et je parlais aussi de ce que l'auteur a vécu au niveau Ouais, personnel et qu'il livre à la fin de son livre, qui te d'accord, montre que tu peux pas contrôler en fait et d'accord, que ce qui lui est arrivé peut-être l'a rappelé. Et d'accord. donc, effectivement, il y a deux choses à retenir, c'est que euh, la plupart des choses, on n'a pas le contrôle dessus et donc on dépend de la grâce de Dieu. Et le peu de choses sur lesquelles on a le contrôle, Dieu nous demande d'en être responsable. Hmm, Et en fait, réfléchir à notre productivité, c'est justement arriver à déterminer ce que nous avons à faire et qui est justement ce que Dieu nous confie et la responsabilité qu'on a de bien répondre à cet appel de Dieu, hmm, en hmm, reconnaissant que la très grande majorité ne dépend pas de nous et que quand bien même on pourrait réfléchir à euh, comment optimiser le plus possible notre rendement par des choses simples, de bon sens, comme en fait tout ce dont on a parlé, c'est très simple et c'est du bon sens en fait. hmm, hmm. C'est juste qu'il faut se le rappeler de temps en temps parce que mon cerveau est trop compliqué et donc j'ai besoin de quelqu'un qui me dit en fait sois plus direct, commence plus tôt, sois plus simple, machin et tout. Quand bien même on aurait défini toutes les bonnes pratiques, mieux dormir, mieux machin, pas trop en faire, etc., etc., c'est Dieu qui nous donne l'énergie. Ouais, C'est Dieu qui nous donne les forces. C'est Dieu qui nous donne la clarté. C'est Dieu qui nous donne l'intelligence. hmm, Tout dépend de Dieu. hmm, hmm, hmm. Donc en fait, c'est vrai qu'il faut sauter de la tête cette idée chimérique d'un contrôle. Hmm. Parce qu'en fait, mieux vaut parler de responsabilité dans ce que Dieu nous confie, en sachant qu'on dépend toujours de Dieu. Super. Euh, est-ce qu'un petit memento mori nous aide à vivre effortless, avec moins d'efforts, enfin le juste effort, je sais pas comment vraiment. Ouais. Bah, je trouve que justement la notion de grâce, euh, elle vient révolutionner notre productivité. Hmm, Euh, Parce que la notion de grâce, déjà, elle vient nous dire tout ce que tu fais, euh, même si c'est légitime, même si c'est en train de répondre aux vocations que Dieu t'a données, même si Dieu l'approuve, hmm, rien de cela, en fait, ne va changer ton statut vis-à-vis de Dieu. Tu es un enfant de Dieu adopté par grâce. Et en fait, euh, si tu es en train de si tu es en train de vouloir rechercher par tes efforts, ta productivité, tes principes, tes machins, l'approbation de Dieu, alors tu as oublié en fait le début, le milieu et la fin de la vie chrétienne qui est la grâce. Euh, ouais. et se rappeler qu'à la fin on meurt, en fait ça nous remet dans cette perspective que euh, ce qui compte avant tout, d'abord et surtout, c'est ça. Hmm, C'est le fait qu'on a été adopté par Dieu par grâce. hmm, Euh, la productivité, elle est importante parce qu'encore une fois, on est en train de répondre à Dieu par rapport à ce qu'il nous confie et que on a cette certitude que dans le Seigneur, notre travail n'est pas en vain. C'est ce hmm, qu'on lit dans la fin d'un Corinthiens 15. hmm, hmm, Et donc, en fait, on n'est pas en train de réfléchir
comment mieux faire et comment mieux glorifier Dieu en bénissant nos prochains pour rien, parce qu'on a la certitude que ce travail-là, Dieu l'agrée, va le bénir au-delà de notre mort. On ne sait pas comment et on manque de détails là-dessus. Mais il y a cette idée-là que notre travail n'est pas en vain. Mais que ce travail-là, il n'a rien à voir dans notre rapport à Dieu et dans notre statut devant lui. Et du coup, la grâce, elle nous permet de vraiment remettre les pendules à l'heure d'une manière fondamentale. Mais aussi, dans notre pratique, en cas d'échec, il y a des fois où je ne peux pas. Il y a des fois où je n'y arrive pas. Et quand je ne peux pas, la grâce de Dieu me suffit. Quand je n'y arrive pas, la grâce de Dieu me relève. Et en fait, on a la productivité derrière, tu as raison, il y a quand même ces injonctions à l'efficacité. C'est ça la productivité, c'est être le plus efficace possible. Et il y a des fois où je ne suis pas efficace parce que soit j'ai manqué de discernement, de volonté, de détermination ou de force. Et là, la grâce de Dieu me suffit. Et un dernier truc, c'est la question du jeu. Et ça, alors, on en parlera peut-être une fois. Il y a un lien entre le jeu, la grâce et la créativité. Et ça, c'est je lance ça comme ça, mais c'est un truc assez intéressant parce que ça revient dans certains écrits que je lis sur l'art. Le lien entre art et foi articulé autour de la notion de jeu. Et cette notion de gratuité. Même les choses qui sont gratuites sont instrumentalisées dans la productivité. Et même le repos qui est bon en soi est un moyen d'être plus productif. Et j'aimais bien, la dernière fois, j'ai regardé un YouTuber qui avait fait des expériences sur le sommeil, etc. Et puis il avait dit, ah oui, j'ai suivi les recommandations de gars pour être plus productif. Du coup, j'ai fait j'ai testé le sommeil polyphasique, tu sais, en plusieurs phases. Donc, il a dormi plusieurs fois dans la journée, des machins et tout. Il a testé plein de trucs. Cristiano Ronaldo qui fait ça, il paraît. Ah ouais, mais il y en a plein. Où en fait, il fait pas des nuits, mais il fait des courtes siestes sur 24 heures. C'est ça. C'est des tarés. Et ce gars, il dit, à la fin, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que dormir, c'est bon, en fait. J'aime ça. Et en fait, il était rentré dans un système avec ces trucs-là où c'était le rendement absolu. Et on voit un petit peu pareil aussi avec la nourriture. On est dans le rendement, on voit la nourriture comme juste un moyen d'atteindre une autre fin, les résultats, que ce soit au niveau des performances, au niveau de l'esthétique, alors que manger, c'est bon, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Non, mais écoute, c'est intéressant. Mais je retiens vraiment ce que tu dis, c'est que, en fait, c'est la question de la justification, quoi. T'es justifié, c'est Christ qui te justifie, et lui seul, c'est pas ce que toi tu fais, ta productivité, tes capacités, ou tu n'es pas... Enfin voilà, tu ne peux rien faire pour toi-même te justifier, et c'est même pas ce que les autres vont penser de toi qui va te justifier et t'apporter la paix qui en découle. C'est en fait, t'es justifié par grâce, quoi. Et c'est ça qui t'apporte la paix aussi vis-à-vis de ton regard de ta productivité, ce que tu es capable de faire ou pas, et qui en même temps va être un moteur pour vivre ta vocation, quoi. Exact. Excellent. Bah, écoute, merci Matt de nous avoir partagé ce livre, d'un bouquin qui était pas ouf, mais qui était bien. On a dégagé, je pense, des choses vraiment, vraiment intéressantes, donc c'est cool. Eh ben, j'espère. C'est super. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine avec joie, où on va parler d'un autre sujet. Mais comme on est partisan de pas trop faire d'efforts, on va en décider cette semaine. Exactement. D'accord. On va se mettre suffisamment de pression pour être très efficace. Voilà, exactement. Mais pas trop. C'est cool. Allez, Matt, je te souhaite une excellente fin de semaine. Yes, pareil. À toi, Raph. À plus. Allez, salut.